Salut, merci de me rejoindre pour une autre journée à l'atelier Beast for Build. Dans cet épisode, nous évaluerons l'ampleur des dégâts. Je vais commencer à enlever les panneaux de carrosserie endommagés, nous allons glisser sous la voiture, vérifier la transmission, le différentiel arrière, ce genre de choses. Ensuite, nous allons démarrer la voiture et la faire fonctionner en vitesse pour nous assurer que la transmission est en bon état. Après cela, nous commencerons à retirer une partie du verre arrière pour pouvoir enlever le métal du panneau car arrière endommagé. Restez à l'écoute. D'accord. Tout ce que j'ai dit concernant l'ordre des opérations de ces choses, nous allons tout changer, parce que le gars du verre est en route pour venir ici maintenant. Lorsque vous travaillez sur un panneau arrière, vous devez retirer le verre arrière pour accéder à tous les points de soudure où le panneau est attaché au reste. Comment appelleriez-vous cette partie de la voiture, comme le montant de toit ou le montant central? Aussi le verre du quart arrière. Maintenant, j'ai découvert que si vous êtes seul comme moi, il est souvent un peu plus rapide et moins cher d'embaucher quelqu'un pour faire cela plutôt que de passer votre propre temps. Mais la dernière fois que j'ai fait ça, j'ai passé 3-4 heures sur la fenêtre arrière. Ces gars le feront pour $100, ils enlèveront votre fenêtre arrière. De plus, la probabilité qu'il se casse est beaucoup moins grande lorsque vous l'avez. Je vais utiliser cette méthode réalisée par un professionnel, mais il est possible de le faire soi-même, en particulier si vous êtes de deux. Nous avons réussi notre première tentative sur une BRZ sans la casser. Chacun a sa méthode. Il est en chemin, donc nous allons commencer à le démonter. Je vais nettoyer un peu avant son arrivée, puis il extraira le bébé. Nous avons retiré tout le verre de la voiture. C'était peut-être une erreur. Cette fois, la bêtise n'était pas de ma faute. De plus, la pièce n'était pas trop chère. Le verre arrière a été retiré sans problème. Nous n'avons rien endommagé. Il est posé là-bas. Le verre latéral a été brisé en 1 million de morceaux à cause d'un clip en plastique inconnu. En coupant, ils ont forcé un peu et le verre a éclaté. Et je pense qu'une autre raison est que le verre de cette voiture est extrêmement fin. Je suppose que Nissan a fait cela pour alléger le poids du véhicule. Donc pas de mal, pas de faute, vraiment. Ils ont fait de leur mieux avec leurs nombreuses années d'expérience dans ce domaine. On m'avait averti que ça pourrait arriver quand on a démarré cette aventure. J'ai accepté le risque car ils faisaient ça depuis 10 ans. Donc si casse le verre, je l'aurais sûrement cassé. C'est ainsi que je le vois. Pas de mal. On va en commander un nouveau chez le concessionnaire et continuer notre projet suivant. On travaille à l'envers et je ne veux pas inonder l'atelier de gaz d'échappement pour le moment. Vérifions le dessous de la voiture pour voir s'il y a d'autres dommages. Je vais appuyer sur le bouton pour monter cette chose aussi haut que possible. Nous prendrons une lampe de poche et la mettrons en dessous. Le bruit sera terrible. Monsieur, vérification rapide. Pause. Pause. Il avait juste besoin d'un petit coup de main. Étant un élévateur à ciseaux, il est déconseillé de commencer à le lever lorsqu'il est entièrement replié. C'est très logique, j'avais oublié ça. Ok, allons sous la machine. D'accord. C'est un tournage assez confiné, mais je vais essayer de faire de mon mieux pour que vous puissiez voir notre minuscule petit carter d'huile juste là et toutes les autres choses qui ont l'air bien et il n'y a pas de fuite qui revient. Vous pouvez voir que nos bras de contrôle inférieurs des deux côtés ont l'air bien et que ce sous-châssis avant ne semble pas avoir pris un coup massif. N'importe où, du côté de l'échappement du monde, vous pouvez voir notre turbo juste là derrière. Et l'autre juste là derrière, il n'y a pas de descente et le gros inconvénient est ce turbo ici, si je vous montre ici, nous manquons en fait le goujon et donc il y a un goujon ici, pas de goujon là, donc je vais devoir trouver comment acheter un goujon puis nous avons besoin de noix tout autour pour pouvoir faire nos descentes ainsi que j'ai découvert que les prises Haute-View sont suspendues juste ici, donc nous allons devoir obtenir des capteurs O2 pour notre système d'échappement. Aussi, en continuant en arrière, nous avons un différentiel arrière. Là, voici notre sous-châssis arrière qui semble bien du côté inférieur, mais nous savons du côté supérieur qu'il a ce point de ramassage qui est mauvais. Donc, j'ai acheté un nouveau de ces $850. Il est en route vers moi en ce moment. C'est en fait 750, mais avec l'expédition, c'est environ 1000.
Il est actuellement en route vers moi. L'installation sera une vraie galère. Je ne suis pas impatient. Nous devrons sûrement sortir le différentiel, peut-être même le transaxle, mais le différentiel semble intact, sans impact, surtout du côté non touché qui est très propre. Par contre, le longeron était dans la zone de danger et vous pouvez voir qu'il semble structurellement tout à fait correct. Le point de prise du sous-châssis n'était définitivement pas déformé. C'est un très très bon signe pour cette construction. Donc, c'est ça en dessous. Rien d'effrayant. La partie la plus effrayante était en haut. Juste là-haut, ce stupide support plié, une pièce pliée à 1000 $. Je voulais aussi vous mettre à jour sur les autres composants de suspension de la découverte que nous avons faite hier soir. Donc, non seulement j'ai obtenu un nouveau sous-châssis arrière, j'ai aussi obtenu un nouveau bras de contrôle supérieur, j'ai obtenu cette tige neuve, celle-là et celle-là, elles sont toutes en cours de remplacement. Donc tout ce qui maintient ce moyeu en place, qui maintient la roue en place, évidemment la suspension ne reste pas. Je ne pense même pas que c'est pour Gran Turismo Racer, mais tout ce qui maintient cela en place, nous allons tout remplacer. Je pensais être sorti d'affaires, mais j'ai trouvé de nouveaux problèmes. Les bottes CV du côté passager avant et du côté passager arrière ont des déchirures et ont perdu toute leur graisse. On m'a dit qu'une fois qu'une botte CV perd sa graisse, le joint CV, les chances qu'il soit endommagé sont vraiment élevées et il vaut mieux simplement remplacer l'essieu. J'ai donc dû commander un essieu côté conducteur avant pour cette voiture et un essieu côté conducteur arrière. Au total, il coûte 550 $ pour les deux et ils seront là une semaine à partir de lundi, donc c'est un peu un long délai. Mais cela me donnera un peu de tranquillité d'esprit en sachant que j'ai mis les nouvelles pièces plutôt que de simplement remplacer le soufflet et espérer que le joint homocinétique n'a pas été endommagé alors qu'il avait moins de graissage. Passons maintenant aux éléments du panneau latéral. Nous avons retiré la jupe latérale et le panneau de coup de pied pour que je puisse voir toute cette couture ici. Le panneau latéral est soudé autour de la soudure à pincement. Une autre couture sera présente en haut, puis il descend autour de la ligne de toit. Beaucoup de choses se passeront à l'arrière du coffre, tout autour de là où il devrait être un peu connecté après l'accident, puis il se connecte là-bas et comme ça. C'est ainsi que la peau extérieure du panneau latéral est fixée à la voiture. La prochaine étape que nous allons vouloir faire, je pense, c'est que j'aime avoir toute ma couture visible pour que je puisse voir les points de coupe que je vais faire. Donc évidemment, je vais être, vous savez, en train de percer les soudures par point ici et de l'enlever ici. Je ne sais pas ce que nous allons faire ici. Je vais donc redescendre la voiture encore une fois pour retirer cette pièce. Donc c'est une pièce en plastique et c'est une seule pièce qui va d'ici tout le long jusqu'à la colonna là-bas. Le coût est d'environ 600 à 700 $. Je ne veux donc vraiment pas la casser. Je vais enlever cette pièce. Un avantage de cette voiture est que lorsqu'on remplace un panneau latéral, cela couvre la soudure. Sur la majorité des voitures, le pilier A descend jusqu'au toit, comme le pilier B. Votre rail de toit est monobloc. Donc vous devez le souder ici et appliquer un peu de mastic pour le lisser sans utiliser celui-ci. Notre joint aura un couvercle. Ça, c'est pas mal. Essayons de retirer la pièce sans la casser. Eh bien, j'ai fait une autre bêtise. Je ne peux pas croire que j'ai fait ça. J'ai regardé une vidéo en ligne avant de faire ça et j'ai vu le gars juste pop, 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 pop et il était comme en train de les faire sauter. Alors, j'ai essayé de le faire sauter et j'ai eu le premier. Je n'ai pas réalisé que je faisais juste sauter le clip à l'arrière de cette pièce. Et ensuite, j'ai essayé le deuxième et j'ai juste cassé net cela ici parce que ce que je n'ai pas vu, c'est qu'il y a une rampe, une jolie petite pièce de garniture chromée qui se visse là, qui tient le moulage pour la porte et le rebord de la fenêtre et qui maintient aussi cette pièce en place. Donc, ils ne sont pas terriblement chers, c'est 350 $ pour un ensemble de ceux-ci en fibre de carbone de Chine. Donc je devrais attendre un peu. Je pense que c'est aussi réparable. Je pourrais totalement juste remettre cette chose ensemble avec de la fibre de verre
Pour l'instant, j'attendrai après la diffusion pour voir si un spectateur a un ensemble supplémentaire amélioré, peut-être en fibre de carbone. Si vous faites cela à la maison, cela ne nécessite pas beaucoup de force. Si vous forcez, vous vous y prenez mal. La garniture métallique sort d'abord, puis le panneau devrait se dégager facilement. Nous avons maintenant accès aux joints de panneaux de quart visibles ici. Eh bien, que devrions-nous casser ensuite? J'ai construit le couvercle du pare-choc arrière parce que c'est de toute façon de la camelote. Alors allez-y et désinstallez ce bébé. Ensuite, nous pouvons déterminer l'aspect des coutures tout autour et en haut. Il est déjà à mi-chemin lorsqu'il est installé dessus. Ce sont deux méthodes distinctes pour enlever environ la moitié du pare-choc. Ce côté était le côté de l'accident. Beaucoup de languettes ont été cassées, se connectant en haut du pare-choc au feu arrière. Je vais devoir les recoller sur le feu arrière, ce qui explique pourquoi le pare-choc est sorti de cette partie. Si les languettes étaient intactes, le feu arrière sortirait avec le couvercle du pare-choc à chaque fois qu'on veut l'enlever. Les feux arrière viennent avec, etc., etc. Donc, nous allons devoir libérer ce feu arrière parce que ce pare-choc va dans la poubelle et aussi libérer ce feu arrière pour nous donner accès à toute cette section à l'arrière ici. Une fois le feu arrière enlevé, on peut facilement voir l'emplacement du joint du panneau latéral, comment il monte, contourne et repart dans cette direction. Cela nous amène à la prochaine et dernière pièce à enlever avant de démonter le panneau latéral, le couvercle de coffre. Toutes ces choses vous gênent lorsque vous essayez de percer les points de soudure. Pour enlever cela, vous devez d'abord sortir le câblage en déclipsant ceci, faire passer les câbles par ici, puis retirer tous les boulons autour des côtés et des struts. Ensuite, cette chose devrait être prête à être retirée. Avec le couvercle de coffre retiré, on voit qu'il y a beaucoup d'espace pour travailler. Donc maintenant, vous pouvez un peu comprendre l'idée. Nous allons percer tous les points de soudure de ce panneau latéral ici, retirer la peau extérieure, réparer, découper tout le mauvais métal plié en dessous et construire un nouveau puits de roue arrière. Là-dedans est la base du coffre. Il suffit de reconstruire ces éléments en tôle, de mettre notre nouvelle pièce, une nouvelle porte et les dégâts de l'accident seront essentiellement réparés, à part tous les composants de suspension et autres que j'ai mentionnés plus tôt. Donc maintenant, il est temps de tester la transmission. Cependant, je vais dire que je vais le faire assez délicatement parce que je sais que lorsque les voitures ne sont pas sur leurs propres roues et que vous les faites rouler, les éléments de la transmission peuvent devenir un peu lâches. Je pense que cela ne rend pas la voiture heureuse. Je comprends. Je vais donc y aller en douceur, passer quelques vitesses et voir comment ça se déroule. D'accord. Mettons ce bébé en marche. Tout est... D'accord. Ça a l'air assez docile. Allons-y et essayons cette chose. Donc, nous allons appuyer sur un frein qui ne fait rien. Essayons d'abord la marche arrière. La voiture est en marche arrière. Les roues tournent à l'envers. C'est un bon signe. Je vais passer en neutre maintenant et laisser ça s'arrêter. Je ne veux pas simplement l'enfoncer en première maintenant parce que nous n'avons pas de frein, souvenez-vous. D'accord, maintenant nous passons en marche avant. Première automatique. J'ai senti la voiture faire quelque chose. Et voilà, nous roulons. Nous roulons. Voyons si nous pouvons passer la seconde.
accélération en 4e vitesse. Ah, la 3e a été suffisante. J'entends l'un des rotors faire du bruit parce que... Les fixations sont mal faites. J'annule la fête. Eh bien, grand succès. La transmission se fait en douceur. Nous avons eu quelques petits accidents aujourd'hui. Nous avons cassé quelque chose, peut-être dépensé un peu plus d'argent, mais c'est juste une partie du processus pour devenir un meilleur constructeur de voitures. Je suis un peu frustré par moi-même à propos de la chose de la colonne A. Mais je vais m'en remettre. C'est la dernière fois que je regarde un tutoriel en chinois et que je me dis que j'ai compris et que je me mets au travail. C'est une mauvaise idée. Beaucoup de gens ont commenté que cette voiture est une perte d'argent et que nous allons dépenser plus d'argent qu'il n'en aurait coûté pour en acheter une d'occasion. Je prends ces commentaires assez au sérieux parce que ce que j'aime essayer de faire avec cette chaîne, c'est d'inspirer les gens à sortir et à faire leur propre construction. Ce serait vraiment inutile si c'était juste beaucoup plus économique d'aller dans un lot de voitures d'occasion et d'en acheter une. Donc, je vais vous prouver que ce n'est pas le cas. J'ai fait le calcul. J'ai calculé le coût total des pièces achetées pour cette voiture. À la fin de chaque série de construction, j'analyse en détail combien cela coûterait à Monsieur Tout-le-Monde de réaliser la même construction que moi. Donc, je vais vous montrer que cette vieille Gran Turismo Racer ordinaire ne coûterait pas plus cher à acheter qu'à acheter d'occasion et toute spécifiée à ma façon. Elle coûterait probablement encore moins cher. Vous savez, une Gran Turismo Racer légèrement modifiée exactement comme je le veux, avec une carrosserie large et toutes les différentes cloches et sifflets, coûterait probablement encore moins cher que la Gran Turismo Racer la moins chère à vendre dans le pays. Je vais vous montrer et prouver. Attendez la fin. La preuve est dans le pudding. Je ferai une décomposition complète du prix. Aussi, nous avons atteint 500 000 abonnés. Sur YouTube aujourd'hui, merci beaucoup à tous ceux qui se sont abonnés. Évidemment, il y a eu un énorme afflux de nouvelles personnes qui regardent juste à cause de la voiture sur laquelle nous travaillons. Je veux dire deux choses. J'essaierai de faire vite à ce sujet. La première est merci à tous d'être ici et merci beaucoup pour le soutien. L'autre chose est que c'est juste une autre preuve que la plateforme YouTube est un peu cassée et ce n'est pas vraiment juste pour tous. Donc, je dirais simplement que pour tous ceux qui regardent, vous savez juger les créateurs de contenu sur la qualité de leur contenu, pas sur leur nombre d'abonnés, pas sur leur nombre de vues sur leurs vidéos ou quoi que ce soit d'autre, parce que YouTube ne le fait pas essentiellement. Et c'est un système cassé parce qu'il est clair que l'achat de ces voitures très chères propulse les chaînes et tout le reste bien plus haut. Cela n'a aucun lien avec la qualité ou la quantité de leur travail. Et vous savez, étant l'un d'entre eux, je vais le dire, c'est cool, nous avons atteint 500 000, je suis vraiment content de cela, je suis toujours un peu déçu que le système soit un peu cassé, vous savez que je construis des voitures comme celle-ci et que je fais ce genre de choses depuis 3 ans, donc j'ai fait le dur travail et tout le reste, mais c'était essentiellement une hausse injuste. La raison pour laquelle cela me frustre vraiment, c'est que si un jeune enfant, comme je l'ai dit plus tôt, je fais cela de beaucoup de façons pour essayer d'inspirer les gens à vouloir sortir et faire la même chose et s'amuser avec les voitures. Si un jeune enfant vient me voir, disons qu'il a 16 ans et qu'il me dit « Chris, je veux commencer une chaîne YouTube automobile, que dois-je faire si ma meilleure réponse à lui est d'aller chercher 40 000 $ ou 60 000 $ pour acheter une supercar? Un succès garanti comme le petit Jimmy. » C'est une terrible réponse, n'est-ce pas? C'est un terrain de jeu injuste et cela favorise les gens qui ont beaucoup d'argent qui traîne, ce qui est tout simplement des conneries. Ce n'est pas le monde dans lequel j'aime vivre. C'est pourquoi j'ai arrêté de développer des applications, car lorsque je créais des jeux pour iPhone, j'avais le même problème pour rivaliser avec les grands acteurs. C'était comme s'il n'y avait aucun intérêt. Donc je veux dire que cette partie n'est pas négligée et je veux juste faire un clin d'œil à toutes les petites chaînes qui font du super travail, qui produisent des images et du contenu jour après jour, qui travaillent dur et qui ne reçoivent peut-être pas la notoriété ou quelque chose du genre qu'elles méritent. Alors un grand bravo à vous tous, continuez à vous battre. C'est à peu près tout. Assez de mes divagations. Hey.